Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Cher Sadibou Fall, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Vous êtes ancien ministre, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Commençons par l'actualité brûlante. Ce sont les caricatures de Serigne Touba par Jeune Afrique dans un article parlant du port vestimentaire controversé du jeune chanteur Wally Seck. Vive réaction de Touba, mais aussi du gouvernement du Sénégal qui condamne ces caricatures. La réaction du Parti démocratique sénégalais? Oui, vous comprendrez, Mamadou, que le Parti démocratique sénégalais que j'ai l'honneur de représenter ici condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble qui a été posé par un journal qui, comme tout le monde le sait, est un journal africain qui s'adresse à l'Afrique, qui traite des problèmes de l'Afrique, donc qui connaît parfaitement à la fois notre culture, l'attachement que les Sénégalais ou certaines Français ont avec la religion et surtout la grandeur de celui qui a été agressé, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'est même plus un patrimoine sénégalais, un patrimoine mouride, mais un patrimoine mondial. Moi, j'ai eu l'honneur de présider plusieurs fois des Magal qui ont été célébrés à l'extérieur en ma qualité d'ambassadeur à l'époque. Mais c'est un homme qui est respecté de tout le monde, y compris des autres membres d'autres religions. Oui, vous avez servi à Rome. À Rome, effectivement. Et le Vatican. Et aujourd'hui, quand on voit, quand on entend un journal comme Jeune Afrique, que j'ai respecté jusqu'à présent, entre guillemets, publier de telles caricatures dans un site internet, je pense qu'on ne peut que s'indigner de cela. On ne peut que le condamner, on ne peut que demander au gouvernement ce qu'il a commencé à faire, à prendre les dispositions pour que de tels actes, parce qu'aujourd'hui on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, demain ça pourra être El Hadj Malick Sy ou un autre éminent dirigeant religieux de notre pays, et je pense que cela nous devons agir et le condamner et prendre les dispositions nécessaires effectivement pour que cela ne recommence plus. Quand vous parlez de dispositions, faut-il aller jusqu'à interdire Jeune Afrique au Sénégal? Interdire Jeune Afrique au Sénégal, on parle déjà de boycott du prochain numéro, et je pense que d'après ce que j'ai pu entendre, que le gouvernement prendra certainement des mesures pour interdire la vente de ce numéro-là si les caricatures venaient à être publiées dans un numéro de Jeune Afrique. Vous êtes pour le boycott du prochain numéro de juin? Absolument, je suis pour le boycott parce que nous avons été agressés dans notre foi, nous avons été agressés dans nos convictions religieuses, et nous avons agressé un homme que tout le monde respecte, que tout le monde vénère, Cheikh Ahmadou Bamba. Cela est inadmissible et il faudra prendre des mesures fermes par rapport à ce journal, entre guillemets, pour effectivement que de telles choses ne se reproduisent plus et qu'on ne nous agresse plus, parce que nous ne sommes pas des Occidentaux. La société occidentale aujourd'hui est une société permissive qui permet cela. On l'a vu avec Charlie Hebdo, on l'a vu avec d'autres publications, mais il faudrait que ces gens-là comprennent que nous sommes des Africains. Nous avons une culture spécifique, nous avons des valeurs que nous défendons, et que nous ne pouvons pas permettre que ces valeurs-là soient agressées de manière vraiment aussi ignoble, simplement pour faire vendre un journal ou bien pour propager des idées. C'est une agression qui est faite par un lobby, qui est un lobby international, le lobby de la, comment dirais-je encore, de l'homosexualité, qui essaie par tous les moyens de nous faire accepter cette pratique qui n'est pas nôtre, cette pratique qui ne fait pas partie de nos valeurs et de notre culture, et que nous combattrons jusqu'au bout pour qu'on ne l'installe pas dans notre pays. Justement, quelle lecture avez-vous au niveau du Parti démocratique sénégalais qui a été au pouvoir du phénomène de l'homosexualité? Pour certains, l'homosexualité ne doit pas être criminalisée et que la loi sénégalaise, en parlant de relations contre nature, ne parle pas spécifiquement de l'homosexualité. Mais c'est un danger, l'homosexualité. Vous savez, chaque société a ses valeurs, chaque société a sa propre culture. Et le socle aujourd'hui de la famille, que ce soit dans la religion musulmane comme dans la religion catholique, qui toutes les deux condamnent l'homosexualité, c'est la famille. Or, quand on permet à des gens, à des hommes, de se marier entre hommes ou à des femmes de se marier entre femmes, on attaque même le socle de notre société. Vous êtes pour la pénalisation de l'homosexualité? Pour la pénalisation de l'homosexualité. Écoutez, dans tous les pays... Et ceux qui disent qu'il faut respecter les droits de l'homme? Oui, mais les droits de l'homme, il faudrait, je crois que j'ai entendu Diouma Ndiaye le dire hier dans une
radio de la place que les droits de l'homme, oui, mais les droits de la société, qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes dans une société qui a ses valeurs, qui a ses, disons, sa propre culture. Alors, on ne peut pas, pour protéger quelques individus qui ont des comportements déviants, effectivement remettre en cause l'équilibre et les valeurs de notre société. Alors, comment le PDS, parti d'opposition anciennement au pouvoir, accueille les annonces du gouvernement de la production prochaine par le Sénégal du pétrole et du gaz, pour parler d'un autre sujet? Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, cette recherche pétrolifère a été, disons, amorcée depuis très longtemps. Et c'est heureux aujourd'hui qu'effectivement, on nous annonce ces bonnes nouvelles, comme quoi on a découvert non seulement du pétrole au Sénégal, mais un gisement de gaz 450 milliards de mètres cubes qui disons, s'étale entre les frontières du Sénégal et de la Mauritanie. Ça, on peut considérer ça que comme une bonne nouvelle. Maintenant, vous savez, le pétrole, comme on dit, vous avez pu le constater d'ailleurs, dans beaucoup de pays, a posé plus de problèmes qu'il n'a permis d'en résoudre. Le ministre de l'Énergie a dit je préfère avoir des problèmes de riches que plutôt des problèmes de pauvres. Oui, mais ça, en faisant allusion justement à cette malédiction du pétrole. Effectivement, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des pays comme le Gabon, quand on regarde des pays comme la Côte d'Ivoire, quand on regarde des pays comme l'Angola et d'autres pays, on se rend compte, le Nigeria d'ailleurs, où ça pose énormément de problèmes, où ça n'a pas permis pendant des décennies, malgré la richesse de ces pays en pétrole, de juguler la pauvreté aujourd'hui. On se rend compte que c'est une minorité de la population qui profite de cela au détriment de la majorité. Et oui, le Nigeria est quand même une puissance. Hein? C'est une puissance. Oui. Mais est-ce que le Sénégal devrait cracher sur son pétrole et sur son gaz? Au contraire, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que des dispositions soient prises pour qu'effectivement, qu'il y ait une gestion responsable de cette manne qui nous tombe du ciel. C'est-à-dire faire en sorte d'abord que tous les contrats qui vont être signés entre l'État du Sénégal, quel que soit le régime, et ceux qui vont être chargés, parce que nous n'avons pas, nous, la technologie nécessaire pour procéder à cette technologie. Il est d'ailleurs grand temps que les Africains essaient de se spécialiser dans ce domaine. Donc, toutes les dispositions qui vont être prises soient des dispositions qui soient teintées du sceau de la transparence, et que cette manne puisse servir à nos objectifs de développement et effectivement à juguler la pauvreté. Mais si on laisse certains lobbies s'immixer, certains intérêts privés s'immixer de manière, disons, éhontée dans la gestion de cette affaire, on risque malheureusement d'aboutir effectivement à des situations comme au Nigeria ou dans d'autres pays où effectivement le pétrole pose plus de problèmes que... Mais nous espérons effectivement, car nous savons les Sénégalais très responsables, que les dispositions vont être prises. De toute façon, nous veillerons à ça. Nous veillerons à ça, nous, en tant qu'acteurs politiques, et la société civile sera là. Nous serons extrêmement vigilants par rapport à l'expérience qu'ont vécu d'autres pays dans ce domaine pour faire en sorte qu'effectivement, cette gestion soit une gestion. Mais écoutez, ce n'est pas encore le moment, on parle de 2021. Donc, mais préparons-nous déjà à ça pour effectivement ne pas subir les affres des situations subies par d'autres pays qui ont déjà eu à gérer ces situations-là. D'autant plus que gouverner, c'est prévoir. Exactement. Les questions politiques, la libération de votre coordonnateur Oumar Sarr et d'autres militants du PDS, on sait que c'est une libération que vous exigiez. Il bénéficie d'une liberté provisoire. Une étape vers la libération de quelqu'un qui se nomme Karim Wade. Mais bien sûr, d'ailleurs, je vais vous apprendre une nouvelle. Si vous ne la détenez pas encore, c'est que le groupe de consultation des Nations Unies, le groupe consultatif vient effectivement, après la saisine des avocats du gouvernement du Sénégal, vient de confirmer que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire. Ah bon, demande sa libération. Ça, vous nous l'apprenez, Jean. Eh bien, je vous l'apprends, c'est une nouvelle que je vous donne. Et que c'est une détention arbitraire et demande non seulement sa libération, mais la préservation de ses droits en tant que prisonnier. Et je pense, par rapport à la première décision qui a été prise, son indemnisation par rapport à cette détention politique qui n'est autre qu'une détention pour ne pas donner à Karim l'occasion, effectivement, de remplir la mission qui a été dévolue par un congrès de notre parti, d'être notre candidat à la présidentielle. Et pour vous, quelles conséquences le gouvernement, l'État sénégalais devrait en tirer? Mais la conséquence, le gouvernement du Sénégal est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité. Oui. Or,
en tant que membre du Conseil de sécurité, le gouvernement du Sénégal ne peut pas aller à l'encontre d'une décision qui a été prise par l'un des organes les plus forts en termes de préservation des droits de l'homme dans tous les pays du monde. Et je pense que nous, en tout cas, nous l'exigeons, qu'effectivement le gouvernement tire conséquence de cette nouvelle décision qui a été prise après la saisine des avocats du gouvernement qui ont demandé au groupe effectivement de réviser la première décision qui a été prise. Donc le groupe vient de confirmer que Karim Wade est un détenu politique et qu'il doit être libéré. Et nous exigeons, nous, en tant que parti politique, et je pense que beaucoup de membres de la société civile et d'autres partis politiques, aujourd'hui, vont aller avec nous dans ce sens pour demander sa libération immédiate. Pour vous, c'est aujourd'hui une condition vraiment pour aller aux consultations sur les réformes institutionnelles annoncées par le chef de l'État? Oui, mais vous savez d'abord par rapport à ces consultations-là, moi je suis un peu inquiet parce qu'on nous dit que le président de la République, d'ailleurs c'est lui-même qui l'a dit, va inviter les membres de l'opposition, la société civile et ses alliés pour discuter de la réforme constitutionnelle. Or, on nous dit en même temps que le président a saisi le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale pour avis. Ça veut dire que donc c'est un projet qui est déjà ficelé. Si ce projet-là est déjà ficelé, à quoi bon aller discuter de quelque chose sur lequel le président a déjà pris un projet peut toujours être modifié, corrigé, amendé. Oui, mais écoutez... tant qu'il n'est pas soumis à l'appréciation du peuple. Nous n'avons pas été saisis officiellement. Nous n'avons vu que des publications comment dirais-je, dans les journaux ou sur Internet. Mais nous sommes un parti responsable. Nous nous soucions de l'intérêt supérieur de la nation et nous attendons d'être saisis officiellement d'un document officiel, d'une volonté politique affichée pour qu'on puisse en discuter. Mais est-ce que la libération de Karim Wade est une condition pour aller éventuellement à ces consultations? La libération de tous nos détenus politiques est une condition si le pouvoir manifeste vraiment la volonté de discuter avec l'opposition. Nous exigeons que tous ceux qui ont été illégalement détenus par le pouvoir du président Macky Sall soient libérés pour qu'on examine la possibilité d'aller nous asseoir sur une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous sommes partie prenante, nous l'avons toujours dit, d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Mais il y a des préalables et ces préalables-là, nous ne transigirons pas là-dessus. Nous voulons effectivement un dialogue sincère, mais pas avec un président de la République et un gouvernement qui passe son temps à embastiller, à emprisonner tous nos militants. Il suffit simplement de dire que le président aujourd'hui a les yeux rouges pour se retrouver demain derrière les barreaux. Alors, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Le président Macky Sall a annoncé, c'est ce qu'on a lu dans l'Express.fr en France, que la présidentielle aura bel et bien lieu en 2017 et qu'il va tenir le référendum dans les semaines à venir. Une date sera fixée. Commentaire? Commentaire, c'est que vous devriez être les premiers à vous en offusquer parce qu'on se rend compte, et je crois qu'un de vos collègues l'a souligné, que les grandes annonces qui sont faites dans la gestion du pouvoir actuel sont souvent faites à l'extérieur et à des journaux étrangers. Pas seulement le pouvoir actuel, même les pouvoirs précédents. Ceux qui l'ont fait n'ont pas bien agi. Moi, à mon sens, lorsqu'il y a des questions d'intérêt national, lorsqu'il y a des questions qui interpellent aujourd'hui l'avenir de notre peuple, je crois que la meilleure des solutions, c'est d'en parler chez nous. On est bien d'accord, ce ne sont pas les Français qui votent, ce n'est pas eux qui vont élire notre président. Les annonces qui ont été faites, vous savez, c'est des déclarations qui ont été faites dans des journaux. Nous attendons d'entendre confirmation de la bouche même de M. le Président de la République, qui nous disent, écoutez, le référendum aura lieu à telle date et l'élection présidentielle à telle date. À partir de ce moment-là, nous aviserons et nous donnerons notre avis. Votre commentaire sur les propos de M. Cheikh Tidiane Sy qui a assuré l'intérim de M. Omar Sarr quand il a été incarcéré, ses propos sur Idrissa Seck, il dit qu'il est plus compétent que ceux qui sont là. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, d'abord, je félicite le président, comment ça s'appelle encore Tidiane Sy, mon oncle d'ailleurs, et pour me féliciter vraiment des propos qu'il a tenus, parce que c'est des propos extrêmement responsables. D'abord, il a levé l'équivoque sur l'éventuel remplacement de Omar Sarr alors qu'il était en prison, pour dire que c'était une mission qu'il avait à remplir. Il l'a rempli. Omar Sarr revient à la barre parce qu'il a été libéré. D'autre part, maintenant, concernant la question que vous avez posée sur Idrissa Seck, mais Idrissa Seck, c'est un homme politique du Sénégal. Il a le droit d'avoir son avis sur Idrissa Seck et de dire qu'il est compétent. Personne ne conteste la compétence d'Idrissa Seck. Idrissa Seck pourrait-il, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Pourrait-il être le plan B du PDS par rapport à la prochaine présidentielle? Le PDS ne prévoit pas de plan B. Le PDS prévoit au contraire, et ça je n'engage que ma personne,
que tous ceux qui sont intéressés aujourd'hui par le changement dans ce pays, le changement de politique, le changement de régime, puissent se retrouver autour d'une table, discuter de stratégie pour aller vers l'élection présidentielle et les élections législatives. Oui. Mais dans ce schéma-là, personne n'est exclu. Donc nous attendons effectivement que les conditions soient réunies pour en discuter avec eux. Idriss Seck est un homme extrêmement compétent pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration et beaucoup d'amitié d'ailleurs. Dernière question. Mais tout cela va se formaliser autour d'une table de concertation que nous aurons avec nos alliés, avec qui nous travaillons déjà. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez pu le constater. Oui, dernière question. Lui et moi, Wade, Idrissa Seck, qui sont accusés d'avoir problème d'argent qui se chiffre à 74 milliards de francs CFA. Non, mais ça, c'est des chimères. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, je crois qu'Idrissa Seck a donné la réponse qu'il fallait donner, qu'en réalité, le pouvoir actuel agite cela, ou en fait ses affiliés agitent cela simplement pour masquer les insuffisances de leur politique et essayer de détourner l'attention des Sénégalais sur les véritables problèmes que sont des problèmes institutionnels. On n'a pas entendu Maître Abdoulaye Wade sur la question. Mais pourquoi voulez-vous que Maître Abdoulaye Wade parle sur cette question? Il n'a rien à dire sur cette question. Merci, cher Sadibou Fall. Voilà. Vous êtes membre du comité directeur du PDS. Bouba, c'est tout. Bon week-end. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Excellente soirée.